Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Patricia Balme, bonjour, présidente du CESE, le conseil, pas du CESE, vous n'êtes pas présidente du CESE, vous êtes présidente fondatrice de Febecom International, vous êtes communicante. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, bonjour à vous. C'est toujours exact, Valérie. C'est toujours exact, très bien, bon, on est content, on est rassuré. Et Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, la voix du peuple. Merci également d'être avec nous ce matin. Évidemment, le Covid au cœur de l'actualité. Êtes-vous prêts à un nouveau confinement? On va en parler. Quelles seront les décisions du gouvernement? On attend cela demain. Normalement, les annonces devraient être faites. Il y a un conseil de défense qui se tient. 79% des Français sont prêts à un vote anti-système en 2022. Et vous? On va en parler. Et puis, on va revenir évidemment sur les menaces du président turc Erdogan. Macron a-t-il raison de lui répondre? On va en parler de tous ces sujets avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Patricia Balme, on commence avec vous. Écoutez, pour une fois, c'est un coup de cœur et pas un coup de gueule. Ouais. C'est un coup de gueule pour la formidable émission de Bernard de la Villardière qui est passée dimanche soir, Le Monde selon Trump. Et c'est l'occasion pour moi de parler quelques instants de cette folie américaine, de cette élection américaine qui passionne peut-être une partie des Français et en tous les cas qui est très révélatrice d'un état d'esprit actuellement aux États-Unis par rapport au Covid, comme nous en France, parce que le Covid est devenu non pas une crise sanitaire, mais va peut-être devenir une crise politique. Et je dois dire que j'ai été effrayée devant les images de Bernard de la Villardière quant à la santé mentale du président Donald Trump. Et je me dis, est-ce que les Américains vont voter à nouveau pour lui? Bon, il est loin dans les sondages, mais on l'a vu la dernière fois avec l'élection, la dernière élection, quand Hillary Clinton était à 11 points devant Trump, elle a perdu. Et je me dis que les Américains ne peuvent pas voter pour un homme qui est atteint, vraiment, je le dis, de folie. Voilà, donc c'était un coup de cœur à la fois pour le reportage de Bernard de la Villardière, c'est à revoir en replay sur M6, c'est juste génial. Oui, alors je voulais vous faire écouter alors parce que je ne sais pas s'ils seront tellement mieux avec le candidat démocrate. Hier, il était interviewé et Gilles Gansman nous l'a fait écouter dans le zapping. Il s'est trompé, il a parlé de George Bush et non pas de Trump. Écoutez. What kind of country we're going to be? 4 more years of Georgia, he is going to find ourselves in a position where if Trump gets elected, we're going to be in a different world. Voilà. Il l'a répété deux fois. Il a répété deux fois, George, en parlant de Trump. Alors, il est vrai que Joe Biden fait une campagne à minima, une campagne qui n'est non seulement pas très glamour, mais qui n'enchante pas les Américains. Et le problème dans cette affaire, c'est que Trump est un pur produit de la télé-réalité et que chaque jour, et plusieurs fois par jour, il fait le show, il fait le spectacle aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'électeurs qui sont très séduits par cette forme de communication politique. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que dit Patricia? Nos auditeurs aiment beaucoup Donald Trump. On nous dit petit bashing anti-Trump, il vaut mieux Trump que Biden. Patrick Mignon. Valérie, oui, alors Jacques Miard, allez, vous avez pris la parole en premier. Oui. Non, je veux dire pourquoi? Parce que moi, je suis sidéré par l'intérêt que portent les enfants aux élections américaines. Parce que les États-Unis, à mon avis, sont malades depuis longtemps. Je ne sais pas s'ils vont fêter leur tricentenaire, mais ça, j'ai des doutes. Ce qui est certain, c'est que cet intérêt qu'on porte aux élections américaines me paraît surréaliste. Pourquoi? Parce que quel que soit le président américain qui sera aux commandes à Washington, les États-Unis ne sont plus réellement nos amis dans de très nombreux domaines. Certes, ils restent nos alliés si par hasard les divisions soviétiques déboulaient à 2 étapes du Tour de France. Mais en tous les domaines commerciaux, intelligence économique, extraterritorialité, ce sont nos adversaires. Donc s'intéresser, je dirais, à longueur de temps à ces élections américaines en disant il faudrait mieux que ce soit Biden que Trump, etc., c'est complètement surréaliste. On aura toujours devant nous des gens
qui, par certains côtés, en font qu'à leur tête. Ils sont devenus, dans beaucoup de domaines, totalement irréalistes. Je suis convaincu que de toute façon, les États-Unis vont avoir de très gros problèmes d'unité nationale, mais ça a déjà commencé depuis longtemps. C'est un problème linguistique, c'est un problème de cohésion interne sur de multiples domaines. Donc moi, je vous le dis, c'est un coup de gueule en disant, mais écoutez, arrêtez. Vous pouvez, certes, vous intéresser aux élections américaines si vous êtes un bookmaker en disant, ça, 3 contre 1, je prends sur un tel ou un tel, mais n'attendez rien des États-Unis. Ils sont nos adversaires dans de très nombreux domaines. Oui, Patrick Mignon. Tout à fait d'accord avec Jacques Miard, mais je suis étonné de voir que Patricia Balme est une fervente supporter de Erdogan. Je ne vois pas. Pardon ? Je ne vois pas ce qui vous permet. Je dis ça pour vous charrier un peu. Je ne vois pas. Vous faites exactement la même chose avec Trump que ce qu'on reproche à Erdogan d'avoir fait avec Macron. Et Macron est aussi un pur produit de la com. Donc, moi, je ne suis pas un supporter. Il y a des comparaisons hasardeuses. Oui, j'ai fait ça pour le bouchon un peu loin. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que on entend tout le temps en France ce Trump bashing. C'est très agréable de faire du Trump bashing. Comme le dit Jacques Miard, on ferait mieux de s'occuper de nos propres affaires. Ni Biden, qui commence à montrer quelques signes de sénilité, ni Trump ne seront nos amis dans le futur. Et donc, c'est aux Américains de voir. Je vous recommande de regarder également, je l'ai déjà cité, je crois, d'aller voir le reportage remarquable sur l'université d'Evergreen pour voir les dérives qu'il y a avec le multiculturalisme américain. On est très loin de la France, Madame Balme, je suis désolé. Parlons plutôt des choses qui nous intéressent et des grands problèmes auxquels... Monsieur, je vous réponds simplement. Patricia. Vous m'avez charrié, vous m'avez tagué. Oui, gentiment. Et gentiment, et il n'y a aucun problème. J'ai donné un coup de cœur pour un reportage que j'ai trouvé formidable. Et si vous le regardez, on apprend des choses incroyables, même sur l'état d'esprit américain. Je n'ai aucun avis et aucune opinion politique. Je ne suis pas citoyenne américaine, mais citoyenne française. Je ne vote pas aux États-Unis. De la même manière, chère Patricia, qu'il y a aussi un reportage formidable sur les dérives et les malversations qui ont été démontrées par la presse, et notamment le New York Post, de la famille Biden avec le fils Hunter Biden. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, oui, pour le coup de cœur à la Villardière, qui est un journaliste formidable. Pour aller dans votre sens, je suis même étonné que les États-Unis n'aient pas pu trouver des personnalités d'une qualité supérieure, d'un niveau supérieur, pour simplement être à la tête de la première ou seconde puissance mondiale. On peut peut-être se poser la question pour la France également, d'ailleurs. Oui. Un mot, Jean-Luc, puisqu'on est parti sur les élections américaines. J'ai un mal fou depuis des années, depuis plusieurs élections américaines, à m'intéresser aux élections américaines. Le système électoral que j'appréhende comme beaucoup de gens, essayant de comprendre comment on vote aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ne vote pas directement, hein. On vote et puis dans certains États, si on gagne à 50,2, on a tous les délégués, dans d'autres c'est à la proportionnelle. Sort de là, évidemment, des surprises, hein. On l'a vu avec Al Gore et on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu aussi avec Trump. Voilà, après, j'en pense pas moins. Jean-Luc. Pardon ? C'est un peu comme à Paris, Jean-Luc. Hein la comparaison ne me va pas, Jacques, pas du tout. Non mais sérieux, vraiment. Alors après ça, je suis comme vous, hein, moi je regarde cette campagne de loin, hein, elle ne m'intéresse pas. Je trouve que on est dans quelque chose de fou. Alors par ailleurs, par rapport aux États-Unis, je pense toujours qu'il y a beaucoup d'États et qu'il y a quand même, heureusement aux États-Unis, un certain nombre d'États qui sont bien gouvernés, que ce soit d'ailleurs par les républicains ou les démocrates. Mais le système américain, cher Jean-Luc, c'est exactement la France de la Troisième République. Hein. C'est le système censitaire avec une élection de gens en fonction de petits arrangements ou de grands arrangements à droite et à gauche. Allez, on va marquer une petite... Ah ben c'est pas encore tout de suite la pub, mais Jacques Miard, c'était votre coup de gueule, vous, sur les élections américaines. Je veux dire... Moi, j'ai pratiqué les Américains, notamment pour les bloquer parfois sur les lois extraterritoriales. Lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, je les connais par cœur. Ce sont des gens qui avancent. Et si on ne les arrête pas en disant non, eh bien, ils continuent d'avancer. Ce que je reproche actuellement au gouvernement français et à l'Union européenne en particulier, c'est que dans les affaires extraterritoriales, dans les sanctions, notamment sur l'Iran et autres, où ils sont en train de pousser
les passedarans au pouvoir et les maintenir au pouvoir. C'est une politique totalement néfaste à nos intérêts. Et au lieu de nous dire non, et puis on les met un peu à l'arbitrage international, eh bien, on se couche. C'est la raison pour laquelle je les connais. Ils espionnent allègrement tous les Européens. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il y a sur le toit de l'ambassade américaine à Paris. Et donc, on sait pertinemment qu'ils sont nos adversaires. Donc, il y a un moment, il faut arrêter, je dirais, de vénérer les États-Unis. Et ensuite, il y a un problème. Alors ça, en tant que géostratégie, c'est que je crois que l'unité nationale, effectivement, des Américains est menacée pour un tas de raisons. Quand vous songez, le bilinguisme à s'installer partout aux États-Unis avec l'espagnol, ça me paraît évident. Et donc, tout ça, ça a des conséquences lointaines. Donc, il ne faut pas se casser la tête. On a un homme malade, je le dis. Vous savez, jadis, on disait que c'était la Turquie qui était l'homme malade sur les bras. Je suis convaincu aujourd'hui que ce sont les États-Unis qui sont l'homme malade et qu'à un moment, il faut cesser véritablement de les vénérer. Quand tout le politiquement correct des salons parisiens sont béats devant le système américain ou je dirais le mode de vie. Un peu moins quand même maintenant, Jacques. Oui, un peu moins maintenant. Mais il y a, et je corrige, il y a notamment dans de très nombreux Américains qui sont, je dirais, épatants. Hein. Il ne faut pas confondre tout ce qui se passe de manière globale avec des individus qui sont au top de la culture. Allez, on passe au journal tout de suite, les dernières infos, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nos problèmes techniques sont réglés. Merci à Gilles Ganzmann, notre nouvelle speakerine, d'avoir pris le relais. Donc le coup de cœur de Patricia Balm nous a lancé dans un grand débat sur les États-Unis. Jean-Luc Benamias, alors on va évidemment parler au tout cours de cette heure du Covid, du reconfinement possible. On va parler d'Erdogan. Bref, beaucoup de sujets à aborder. Conséquences du Covid, bien c'est une augmentation de la pauvreté. C'est ce que vous vouliez évoquer, Jean-Luc Benamias. Un coup de cœur pour les associations s'occupant de pauvreté. Je pense à TD Carmonde, Emmaüs, Secours Populaire, Secours Catholique. Je ne vais pas toutes les citer. Elle, Covid ou pas Covid, elle continue. Il y a une augmentation, vous venez de le dire Valérie, de la pauvreté, c'est malheureusement vrai. Et donc ces associations sont, tout le monde est d'accord avec ça, extrêmement utiles. Elles font un boulot formidable, je pense aux maraudes, je pense aux gens sans abri, et ainsi de suite. Voilà, que je pense à ça fait très bien. Mais voilà, ces associations sont extrêmement nécessaires. Je crois qu'il y a une chose à faire dans la période, ceux qui ont des moyens, comme moi notamment, c'est de les aider, notamment en payant régulièrement les cotisations ou des dons à ces associations. Voilà. Ouais. Bon, joli coup de cœur. Patrick Mignon, coup de cœur moi, pour une fois. Pour une fois aussi, un coup de cœur. Je ne suis pas un supporter de la personne que je vais nommer, Valérie Pécresse, mais j'ai lu hier dans un journal, un quotidien, qu'elle envisage d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les images qui sont fournies par toutes les caméras qui ont été installées dans le métro, dans les bus, dans les différents endroits des transports publics de l'Île-de-France. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que on ne peut plus avoir un traitement humain, c'est-à-dire de gens qui regardent simplement ces images avec les faiblesses et le manque d'attention. Je pense qu'on a besoin d'utiliser ces moyens informatiques. Alors, je sais que derrière, il y a un débat sur les libertés individuelles. Je ne pense pas que ce soit un vrai débat sur la liberté individuelle que d'utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ce qu'il faut, et elle l'a dit d'ailleurs, c'est soit un comité d'éthique, soit que la CNIL vérifie bien la manière dont c'est utilisé. En réalité, c'est pas les outils qui sont mauvais, c'est la manière dont on les utilise. Donc moi, je suis favorable à son idée, parce qu'évidemment, l'insécurité, qui n'est pas qu'un sentiment pour Monsieur Dupond-Moretti, la petite pique, l'insécurité, elle est grandissante, notamment dans les grandes métropoles et l'Île-de-France. Il y a aussi les gros problèmes de terrorisme, et ça peut permettre de suivre pour les services de renseignement des personnes dont on est à la recherche. Donc pour moi, j'y suis absolument favorable et je lui dis bravo. Oui, Patrick, quelqu'un veut réagir? Oui, Jacques Miard. Il y a un problème majeur de coordination et de stockage de toutes ces images. Ouais. Nous avons par exemple, nous dans la ville de Maisons-Laffitte, pratiquement maintenant 90 caméras surveillées effectivement par plusieurs personnes à la lecture, mais regrouper tout ça dans un seul serveur quelque part en région parisienne, voire en France à la police nationale, ça va demander des moyens phénoménaux.
phénoménaux parce que, effectivement, aujourd'hui, la vidéosurveillance s'est fortement développée à juste titre, ce qui permet parfois de faire des flagrants délits immédiats, mais le regroupement de toutes ces caméras, bonjour, le problème technique. Hein. Oui, je pense, mais enfin, moi je suis pas informaticien, il y a des sociétés spécialisées, voilà. On peut y arriver, non? On y arrive. Et je pense que par l'intelligence... Les moyens, disait Saint-Augustin. Oui. Et je pense que par l'intelligence artificielle, justement, on est à même de ne pas avoir besoin de stocker la totalité des images, mais uniquement celles dont des endroits ou des caméras dans lesquels on a le personnage dont le profil a été ciblé ou dont le profil est visé. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Moi, c'est plutôt Patricia Balme. Moi, je pense aussi que c'est une excellente idée. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, Valérie, les moyens, on en trouve toujours. Et je pense que c'est une belle avancée. Alors, moi, je vais vous donner le coup de gueule d'un de nos auditeurs que je partage. Enfin, il faudra en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Mais le Qatar, qui ont imposé des tests gynécologiques à des femmes dans l'aéroport de Doha. Les Australiennes. Voilà, mais apparemment il y aurait aussi une Française, mais enfin bon, peu importe les nationalités, il y a un nouveau-né qui a été retrouvé dans les toilettes de l'aéroport de Doha, et donc on a demandé aux femmes qui étaient dans un avion à destination effectivement de l'Australie de descendre sur le tarmac et de se soumettre à des tests gynécologiques pour vérifier qu'elle n'était pas la mère de cet enfant, et c'est extrêmement choquant. Bah tiens, Patrick Mignon, vous qui êtes commandant de bord, le commandant de bord peut s'y opposer? Ah non, je pense pas. Alors, le principe de base, très simple, vous avez dit sur le tarmac de l'aéroport, lorsqu'il n'y a pas d'extraterritorialité dans un avion, alors qu'il y en a dans un navire, un bateau. C'est-à-dire que dès que l'avion est posé et que les portes sont ouvertes, ou une des portes est ouverte, même une porte de soute, eh bien, l'extraterritorialité cesse. Donc, les autorités qataries sont tout à fait maîtres en la matière, et un commandant de bord peut absolument pas s'y opposer. Par contre, le citoyen français que je suis est plus que choqué là-dessus. J'aurais pu effectivement en faire un coup de gueule ce matin, je l'ai vu passer dans les infos. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. C'est quand même invraisemblable. Oui, c'est... Oui, Patrick, qui veut réagir? Je veux dire... Alors, Jean-Luc, on ne vous a pas entendu. Je reviens sur le débat d'avant. Je suis dubitatif. Je ne fais pas confiance aux machines, moi, pour s'occuper de la vie publique et de la vie sociale de nos concitoyens. Alors qu'il y ait, évidemment, dans le cadre de la vidéosurveillance par rapport au terrorisme et par rapport à ce genre d'actes innommables, qu'on fasse très attention, c'est une évidence. Maintenant, si on met en place ce système, je crois qu'il va coûter très cher et qu'on n'y arrivera pas si facilement que ça, il faut un comité de vigilance éthique absolument énorme pour surveiller que la machine répond bien aux besoins qu'on lui a demandés. Car je ne crois pas que les machines sont capables de faire les choses de manière démocratique. C'est pas la machine qui est démocratique, c'est le programme et le programmeur et le programmeur. En fonction du cahier des charges qu'on lui a donné. Bien sûr. Malheureusement, ce serait vrai, ce serait très beau, mais ça n'est pas forcément. Ah, mes chers Jean-Luc, je suis très naïf. Bon. Non, pas du tout, ça m'étonnerait. Jacques Miard. Il faut que l'algorithme qui sera, je dirais, au réceptacle choisisse. C'est un problème que nous avons notamment évoqué lors de l'adoption de la loi qui a codifié l'utilisation de nos services, la DGSI, la DGSE et autres. Donc il faut que l'algorithme, que lorsqu'il va rechercher, soit véritablement très encadré. Et qu'à ce titre, il y a un contrôle, parce que ça existe, ces algorithmes, notamment sur tout ce qui se passe sur Internet. Mais là encore, il faut faire très attention, il y a un problème de stockage des données, etc. Donc, mais pour les vidéosurveillances, je le dis comme je le pense, je crois que ça va demander des moyens matériels énormes, et c'est loin d'être acquis. Mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Patricia ? Moi, Jean-Luc, j'ai envie de te dire, est-ce que tu ne penses pas que l'heure est à tous les moyens que l'on peut se donner
pour sortir pour lutter contre le terrorisme. De ce terrorisme islamiste que l'on vit. On va pas refaire ce débat. Patricia, excuse-moi Valérie, 2 secondes, pas plus. Bien sûr que oui, mais pas n'importe comment. Et on sortira pas, c'est pas par des algorithmes et par des machines qu'on sortira de tout cela. C'est par une diplomatie un peu mieux gérée. Et on revient au débat du départ sur la place des États-Unis aujourd'hui, qui n'est plus celle qu'elle avait avant. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Patricia, vous vouliez dire un mot sur le Qatar, peut-être, et ce qui s'est passé écoutez, à Doha. je pense que les hommes comme les femmes peuvent être choqués. Bon, moi, j'ai une fibre très féministe et je crois que c'est vraiment une atteinte à l'intimité des femmes et je trouve ça révoltant, scandaleux. Mais cela relève encore une fois de ce type de pays et le Qatar, je dois dire, en est l'exemple de non-respect du droit des femmes et de leur intimité en particulier. Oui, le problème, nous dit un auditeur, se pose sur le consentement ou non de la personne et non pas sur la méthode utilisée. Il a entièrement raison. J'ai envie qu'on commence par, puisqu'on est un peu dans la politique, qu'on commence peut-être avec ce qui se passe avec le président Erdogan. Et ce matin, alors ça va peut-être entamer le débat, très surprise d'entendre Monsieur Moussaoui, président du Conseil du culte musulman, qui avait fait des déclarations qui allaient dans le sens, après l'assassinat de Samuel Paty, il appelait les musulmans de France à défendre l'intérêt du pays, il appelait les musulmans de France à soutenir dans le cadre du boycott les produits français. Et puis ce matin, chez nos confrères de BFM, il a dit qu'il fallait que les Français renoncent à certains droits pour que la fraternité puisse s'exprimer dans notre pays, à savoir renoncer au droit de caricaturer le prophète s'ils veulent fraterniser avec les musulmans. Donc ce double discours me semble extrêmement gênant, pour ne pas dire autre chose, et compliqué parce que je ne comprends pas ce message. Je ne sais pas qui veut répondre. C'est évident. C'est évident. Jacques Miard. Oui, mais ça, oui, a déjà intellectuellement flirté avec l'idéologie des frères musulmans. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il a certaines ambiguïtés. Ses propos sont inacceptables. Je voudrais revenir parce que, pour avoir connu un peu les actions de la Turquie au Proche et au Moyen-Orient, il ne faut jamais oublier que Erdogan est un frère musulman. Et qu'à ce titre, il a éradiqué tous les dispositifs d'Atatürk et il a replongé, à faire reculer, bien sûr, le principe de laïcité, si tant est que la laïcité d'Atatürk était un peu similaire à celle de la française, ce qui est loin d'être prouvé. Il n'en demeure pas moins qu'il a en tête la volonté, à travers cette idéologie des frères musulmans, de reconstituer peu ou prou l'influence ottomane dans toute la zone. Et il le dit ouvertement, son attitude sur la Libye est manifeste à cet égard. Et qu'il a aidé, il faut le savoir, et c'est là où véritablement sa duplicité a été totale, il a aidé directement les rebelles de Daesh en achetant le pétrole, en les laissant arriver, en leur permettant d'avoir des ressources. Et donc, on a quelqu'un qui a été, dès le début, alors qu'on a fermé les yeux sur ses agissements, un homme extrêmement actif sur l'islamisme. Il a son intervention en Syrie est totalement une volonté de faire sauter le régime, qui n'est pas le poussin du jour, qui n'est pas un défenseur des droits de l'homme, je vous l'accorde, mais faire sauter le régime de manière à ce que l'axe des frères musulmans puisse aller de la Turquie, passant par la Syrie, aller jusqu'en Égypte où il y avait Morsi, et Ranouchi en Tunisie. C'est ça l'objectif. Et l'Azerbaïdjan. Moi, je voudrais dire une chose, Patricia Balme, oui. Aujourd'hui, attendez, Jacques. Oui, pardon. Alors, je termine. On a affaire à quelqu'un qui veut utiliser partout, d'ailleurs, les colonies turques, notamment en Allemagne. C'est pour ça que l'Allemagne, dans un premier temps, a été très taiseuse. Hein, il a fallu attendre au moins 48 heures pour qu'il y ait une réaction. Oui. Donc, franchement, on a affaire aujourd'hui à un retour de ce qui a été, dans l'histoire, une vérité absolue. Oui, je voulais dire une chose, Valérie. Oui. Aujourd'hui, Erdogan, et depuis longtemps, se comporte comme un sultan.
c'est le nouveau sultan islamiste, nouvelle mode des temps modernes. Ce qui me révolte, et j'y pensais encore ce matin en écoutant les derniers propos et les dernières déclarations d'Erdogan, c'est qu'il y a eu des hommes politiques français qui ont pensé à faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Et c'est quelque chose, et je connaissais les arguments à l'époque qui disaient il vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. Mais je pense que c'est un pays et c'est un dirigeant aujourd'hui qui n'est qu'un dictateur, et un dictateur fou, comme il y en a d'autres dans le monde. Donc, il est temps de boycotter définitivement ce pays. Les agences de tourisme françaises doivent rayer la Turquie de la carte, définitivement. La Grèce est juste à côté, c'est magnifique, et on peut faire d'autres voyages que d'aller en Turquie. Oui, alors... La situation Jean-Luc Benamias. Ce que fait Erdogan, c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de dirigeants dans ces cas-là, il est en difficulté au niveau intérieur politiquement. Il a perdu des grandes villes aux dernières municipales. Il n'est plus si majoritaire que cela. Alors il joue un jeu extrêmement dangereux, quasiment fasciste, on peut utiliser le mot, au niveau politique international. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de s'étendre de la Libye à l'Azerbaïdjan, parce que ce qui se passe en Arménie ou au Karabakh, ça ressemble totalement à ça, c'est même pas de la ressemblance, c'est direct. Voilà. Le danger est grand, mais quand même, le problème, c'est que la Turquie appartient toujours à l'OTAN. Et dans ce cadre-là, que faisons-nous pour mettre, et que font les Américains, que faisons-nous nous en tant que Français, en tant qu'Européens, pour mettre le holà à toutes ces pratiques? Et c'est bien le problème, c'est que pour l'instant, on a laissé faire en Syrie, et ça continue, on laisse faire en Azerbaïdjan, espérons que ça s'arrête, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on est face à une complexité, une contradiction totale par rapport à cet État qui continue, je le répète, à appartenir à l'OTAN. Valérie, Patrick Mignon, oui. Oui, Valérie, vous posiez la question sur l'attitude surprenante de Moussaoui. Pour moi, elle ne me surprend absolument pas. Les premiers propos étaient surprenants, c'est-à-dire qu'il marche plutôt dans le sens de la France et de son président. Moi, il y a un document qui a été publié et qui est trouvable et qu'on peut trouver sur Internet, qui date de 25 ans. Je vous donne le titre « Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique ». Ce document décrit très précisément ce que vient de demander Moussaoui, c'est-à-dire que pour qu'on puisse s'entendre avec le monde islamique, et en l'occurrence avec M. Erdogan actuellement, eh bien il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on amende nos lois, il faut qu'on amende nos manières de fonctionner. En fait, c'est de la pénétration culturelle et civilisationnelle, et ça, nous devons nous y opposer. On peut discuter, on peut passer des accords, on peut critiquer, on peut même, et on doit critiquer notamment à l'égard de tout ce qui vient d'être dit sur Erdogan, qui est éminemment critiquable, mais en aucun cas, on doit amender nos propres comportements ou nos propres lois pour pouvoir nous rendre compatibles avec ce genre d'individus. Alors écoutez, c'est encore un son du zapping de ce matin, c'est Bernard Guetta, donc député européen et politologue, qui évoque le nombre d'imams turcs en France. M. Macron a annoncé qu'il n'y aurait plus d'imams formés à l'étranger et envoyés de l'étranger. Or, à la louche, grosso modo, la moitié des imams étrangers officiant en France aujourd'hui sont des imams turcs, formés par l'État turc, car c'est l'État turc qui forme les imams. Et payé par la Turquie. Et payé par la Turquie. Et donc ces imams sont naturellement des agents de leur gouvernement, c'est clair. Alors à part ça, intégrisme, terrorisme, etc., c'est même tout à fait secondaire. Aux yeux de M. Erdogan, il va perdre des agents électoraux. Ouais, et en cherchant le nombre d'imams turcs, je tombe sur un article qui date du 19 janvier dernier. Le Conseil français du culte musulman a été élu dimanche dernier, a élu son nouveau président. Les fédérations de sensibilité turques sont désormais les plus représentées au sein du conseil d'administration. Depuis une dizaine d'années, l'islam est devenu un instrument diplomatique pour la Turquie en Europe. Ça date de janvier dernier. Il faut pas découvrir la Lune. Valérie, il ne faut pas découvrir la Lune. Jacques Miard. Il y a déjà quelques mois, voire quelques années, on a assisté à des visites d'Erdogan en Allemagne, en France, et où il a tenu des réunions publiques sur le sol, soit allemand, soit le sol français, de propagande
pour sa campagne électorale ou ses campagnes législatives. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Il y a eu un laxisme, une faiblesse, notamment de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, effectivement, avec la très forte présence des Turcs chez elle, ils regardent à deux fois, il y en a au moins 4 à 5 millions, et il faut savoir que Atatürk leur a dit à ses colonies, surtout ne vous intégrez pas, restez turcs. Restez turc. Et alors, j'ajoute dans ce que vient de dire Patrick Mignon que l'objectif de ces individus, ça s'appelle la taquilla. Qu'est-ce que c'est que la taquilla? Ça veut dire, en arabe, c'est la visière, c'est-à-dire qu'on avance masqué. Et là, vous avez effectivement le résultat d'une radicalisation islamique culturelle, parce que le combat, bien sûr qu'il y a des terroristes, mais il n'est pas un combat armé, c'est un combat culturel, en disant on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, etc. Mais vous pouvez accepter ça. Moi, j'ai été le premier, par exemple, à vouloir bannir, et malgré Luc Ferry, qui s'en vante aujourd'hui de l'avoir fait, le voile à l'école, parce qu'on voit bien que de manière systématique, ils avancent à pas sourds et à pas couverts vers leur objectif culturel. Et c'est ça qui est l'enjeu majeur. Et Valérie, j'ajoute, Patrick Mignon et après Patricia. J'ajoute très rapidement que le problème n'est pas uniquement la pénétration culturelle et civilisationnelle, mais c'est qu'en tolérant ce genre de choses, on importe aussi sur notre territoire, c'est-à-dire je parle des imams payés et formés dans d'autres pays, turcs ou autres, on importe sur notre territoire la France, on importe les divisions et les guerres intestines à l'islam. C'est-à-dire que bien sûr que l'islam est contre notre propre civilisation et il le démontre tous les jours, mais en plus, on importe leurs divisions et leurs conflits parfois meurtriers. Pour en revenir à Erdogan, Valérie, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce nouveau sultan des temps modernes a décidé de partir à la conquête du monde pour imposer une idéologie, et une idéologie à la fois religieuse et politique. Elles sont mêlées. Donc, la taquilla dont parlait Jacques Miard, il n'y a plus de taquilla, parce que taquilla, c'est avancer masqué. Aujourd'hui, il est totalement démasqué, il s'est démasqué, et il affirme son projet, et qui est un projet de colonisation idéologique du monde. Et c'est ça la folie Erdogan aujourd'hui. Oui, Jean-Luc Benamias. Je reviens sur ce que j'ai dit. Excusez-moi, nous avons potentiellement les moyens, puisque Erdogan et la Turquie appartiennent à l'OTAN, d'agir au niveau international. Pour l'instant, on n'appuie pas sur les bons boutons. Oui, mais Jean-Luc, vous savez bien que l'histoire, qu'est-ce que c'est que la Turquie dans l'OTAN? C'est la gardienne des détroits. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on je sais, merci. Si d'aventure on chasse la Turquie de l'OTAN, il va se jeter dans les mains soviétiques, allez dire russes. C'est-à-dire c'est le contrôle. Alors, il va y avoir, à mon avis, du frisli, parce que je crois que les Russes n'approuvent pas ce que fait actuellement Erdogan dans le domaine, parce qu'ayant eux aussi un problème islamique intégriste au sein de la Russie, si jamais il prend la tête de cette coalition anti-russe au nom de l'islam intégrisme, eh bien, on risque d'avoir... Et très vite en plus, il faut rappeler que l'OTAN, grosso modo, majoritairement, c'est les États-Unis. Et on revient sur ce qu'avait dit Jacques Miard au tout début, ce ne sont pas nos amis dans cette affaire-là. Et donc, en instrumentalisant la Turquie, eh bien, ça leur permet d'affaiblir d'une certaine manière l'Europe et en tout cas les pays qui s'opposent à cette Turquie. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant après une toute petite pause avec vous et on va parler évidemment du Covid et du spectre du reconfinement. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Alors on a une auditrice, Yamina, qui voulait réagir à notre débat précédent. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Valérie, merci de me prendre à l'antenne. Je voulais réagir effectivement à votre surprise apparemment de la déclaration de M. Moussaoui du CFCM. Moi, ce qui me surprend, c'est plutôt leur première déclaration, M. Moussaoui. Oui, c'est ce qu'on disait. Ainsi que son vice-président, puisqu'après tout, le CFCM, c'est quoi? C'est l'islam consulaire. Voilà, donc il est sous influence... compte tenu quand même qu'il y a à l'intérieur du CFCM, il y a une guerre de pouvoir entre la Turquie, l'Algérie et le Maroc, et que les déclarations anti-France du Maroc
et de la Turquie, ce matin encore de l'Algérie par la voix du président d'un parti islamiste en Algérie qui demande aussi le boycott des produits français. Comment voulez-vous que M. Moussaoui dise autre chose que de demander aux Français ou à la France d'arrêter de critiquer l'islam, en tout cas de modérer leur critique de l'islam pour appeler à la fraternité. Donc ce qui m'a surpris, c'est plutôt les premières déclarations. Et d'ailleurs, personne n'a relevé une chose. Son vice-président a rencontré Macron il y a quelques jours, et à la sortie du rendez-vous, il y a le journaliste ou la journaliste il y a une journaliste, je crois que c'est News, il me semble que j'ai vu ça sur CNews, qui pose la question sur les financements des pays, et lui il a dit non, ça il faut garder, il faut bien évidemment accepter les financements de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Donc oui, le CFCM, oui, tout ça est sous influence, et les décisions du CFCM sont probablement dictées par l'un des 3 pays, voire les 3, qui sont plutôt hostiles à la France, surtout depuis les déclarations de Macron, et puis le terrible drame et la décapitation de ce qui s'est passé. Samuel Paty. Donc cela ne me surprend absolument pas, et les déclarations d'ailleurs de son délégué général parfois assez surprenantes, et voire totalement contradictoire. Absolument. Donc cela ne doit pas surprendre, surtout qu'on compte, le président Macron compte leur confier la formation des imams. Et ben ça va encore, cette situation va encore durer longtemps. Si les choses ne sont pas prises en main, et que si l'Europe ne réagit pas par rapport à l'offensive de la Turquie en l'occurrence particulièrement. Oui. Alors, Patricia, vous voulez réagir? Je voudrais juste. Merci de votre appel, Yamina. Oui. À ce qui vient d'être dit, et je mettrai le Maroc à part, parce que le Maroc est un royaume chérifien, et je rappelle que le roi du Maroc est le commandeur des croyants. Donc, effectivement, il ne pouvait pas adopter une autre posture que celle de dire que les caricatures sont des insultes au prophète Mahomet. Le Maroc, je le rappelle, est quand même un pays ami de la France, et c'est un pays, je dirais, assez modéré en termes religieux. Au Maroc, il y a une liberté des cultes qui n'est pas aussi libre dans d'autres pays musulmans. Oui, il faut quand même intervenir sur ce point précis. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas un islam, il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. Et donc, ce genre de messages qui sont envoyés urbi et orbi peuvent être perçus par des individus comme, je dirais, la vérité islamique et l'ordre du prophète, quel qu'il soit. Et donc, comme on n'a pas d'unité de l'islam, le genre de propos, tant de Moussaoui que des autres, peut s'adresser à des gens qui vont prendre ça au pied de la lettre et qui vont commettre un attentat terroriste. C'est là où il y a un danger. C'est qu'en réalité, on démultiplie aujourd'hui, on est entré, désolé, mais dans une sorte de guerre de religion qui est décentralisée, notamment dans les pays d'islam, et dont le commandement est perçu et reçu par les musulmans ordinaires, enfin lambda, comme étant un ordre divin. Et c'est là où il y a un danger. Oui, on a un auditeur qui nous dit on peut quand même critiquer l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical, sans critiquer l'islam, et il a tout à fait raison. Mais non, je crois pas que... Oui, non, Mickaël nous dit faut mettre le Maroc à part, bien sûr, pour la classe politique qui veut qu'il y ait des riades au Maroc. Il y a une dérive au Maroc. Hein. Il y a une dérive aussi au Maroc, et puis on n'a pas parlé non plus des pays du Golfe, que Mickaël, notre auditeur, évoque en disant qu'il y a une taquilla économique, et je trouve que ce terme est assez juste. C'est-à-dire qu'on a laissé quand même le Qatar et d'autres pays du Golfe arriver, s'installer, avoir grâce à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, des avantages fiscaux qui ont fait que oui, il y a quand même eu une présence de ces pays sans aucun contrôle réel. Je ne voudrais pas en rajouter, mais il faut se rappeler que le plus grand pays musulman dans le monde, c'est l'Indonésie. Et donc, pour l'instant, on ne les entend pas, mais le jour où l'Indonésie se mêlera un peu de politique internationale, on aura encore plus de difficultés.
Oui, tout à fait. Ça a déjà commencé, hein, toi, bon, je voudrais qu'on parle du Covid, de la Covid. Je ne sais pas comment vous dites les uns et les autres. Visiblement, les médecins sont relativement unanimes à dire que la situation est hors de contrôle. Conseil de défense ce matin à l'Élysée. Quel type de confinement nous sera imposé? On ne le sait pas encore. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale jeudi sur la situation sanitaire. Donc visiblement, le président de la République veut consulter le Parlement. Patricia Balme, que pensez-vous qu'il peut se passer? Écoutez, moi j'écoute et je lis les journaux. Il peut s'agir, il y a plusieurs options. Il peut y avoir un confinement total et un reconfinement total, et je n'y crois pas parce que ça va poser beaucoup de problèmes. Un reconfinement partiel, c'est-à-dire de ramener le couvre-feu peut-être à 19h et peut-être d'opérer un confinement durant le week-end, ce qui serait, je dirais, la moins mauvaise des solutions. Maintenant que le gouvernement tâtonne et hésite, c'est une situation très particulière et il faut essayer de trouver, et je pense que c'est ce qu'ils essayent, de trouver un moindre mal pour ne pas impacter les Français, les commerces et l'économie. Oui. Alors, un couvre-feu le week-end, si ça n'impacte pas le commerce et l'économie, je ne sais pas ce qui peut Jean-Luc, c'est préférable à un reconfinement total. Non. Oui, mais après, il y a la question de l'acceptabilité. Je n'ai aucune solution miracle comme tout le monde, j'en ai pas. Je sais simplement qu'à un moment donné, dans les différents pays qui sont touchés, ils sont nombreux, mais la France est largement touchée, on le voit, à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà de ce que peuvent supporter les populations. Et le discours qui continue de dire, et qu'on entend encore, même chez les médecins, chez certains médecins, mais malheureusement trop, que les Françaises et les Français ne font pas assez attention, est un discours qui est pour moi totalement inaudible, car on est... Je me mets dedans, on est 90% à 95% à faire extrêmement attention aux gestes barrières, à faire tout ce qui est dicté comme principe de sécurité sanitaire. Et donc, je le répète, il n'y a pas de solution miracle, mais à un moment donné, un pays doit vivre, et notamment l'économie d'un pays doit vivre. Et toutes les solutions proposées aujourd'hui ne permettraient pas au pays de vivre. Alors, je ne suis pas un grand supporter du MEDEF, mais quand le MEDEF dit attention, ils ont dit ça avant-hier, attention, ne rebloquons pas le système économique qui a déjà du mal à survivre dans cette période. Voilà, je le répète, il n'y a pas de solution miracle, mais à un moment donné, même au niveau des libertés publiques, ça devient très difficile à entendre, très difficile à gérer. Absolument. Je finis là-dessus. Qu'attend au niveau gouvernemental et au niveau de la présidence pour mettre en place et demander aux militaires de mettre en place des hôpitaux militaires extrêmement rapidement? Qu'attend-on pour faire que les hôpitaux privés qui ne demandent que cela, soit mis en place, soit coordonnés les hôpitaux publics pour aider les hôpitaux publics. Et on ne voit pas ces choses-là avancer, malheureusement pas assez vite. Alors, mise en place très rapidement des hôpitaux militaires, j'ai un gros doute, parce que quand on voit qu'il a fallu 3 semaines pour faire un hôpital de tente à Mulhouse, alors que les Chinois, en 10 jours, ont construit des hôpitaux en dur, j'ai quelques doutes. Et pas sur l'armée, mes doutes, c'est sur la volonté ou les instructions qu'ils ont reçues pour pouvoir mettre en place cet hôpital. Ce qui se passe, et vous avez raison Jean-Luc, tout à fait, c'est une grosse atteinte aux libertés publiques à travers tout ça. Alors évidemment, il y a une pandémie que je ne nie absolument pas, mais pour autant, est-ce que on m'a critiqué et on critique sur les libertés publiques quand il y a, par exemple, un recours à l'intelligence artificielle pour les caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, c'est bien plus grave, ces atteintes à la liberté de déplacement, etc. Et tout ça pour couvrir quoi? Mais pour couvrir, moi j'ai envie de demander à M. Véran, qu'est-ce qu'il a fait pour augmenter le nombre de lits de réanimation depuis le mois de mars, ou même depuis la fin du déconfinement, c'est-à-dire depuis le mois de mai. On est quand même au mois d'octobre, 5 mois. On s'aperçoit qu'il y a eu des départs d'infirmières et qu'il y a des pertes de lits et donc des pertes de chances pour les gens qui doivent être hospitalisés en réanimation, et ça c'est un gros problème. Et puis une dernière chose, moi je suis très surpris qu'on n'entende plus parler du tout de l'Asie. Que se passe-t-il en Chine et en Asie?
comment en Chine, je pense que en Chine, j'ai eu une chef d'entreprise qui travaille avec la Chine et une région de Chine où il y a eu un foyer. Ils ont enfermé tout le monde. Ils sont allés les tester. Ils les ont mis en quarantaine. 10 jours après, il n'y avait plus rien. Mais ça a été fait de façon militaire sur plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc oui, mais vous qui criez haro sur les libertés individuelles, on serait mieux vous tester chez vous. Pas au niveau national, chère Valérie. On peut faire ça. On ne compare pas la population de la Chine à la population de la France. Ouais, mais quand vous bloquez, mais non, mais la population de la France, elle représente peut-être cette région. Le Hubei, c'était 20 millions de personnes au grand maximum. C'était, je crois, 11 millions dans la ville de Wuhan, ou 12. Donc, on est quand même 66 millions. Alors, je veux bien. Ce que dit Patricia Balme, j'en ai entendu parler également. Donc, cette avancée du couvre-feu à 19h et un confinement le week-end, c'est-à-dire un couvre-feu pour les 3 régions que sont l'Île-de-France, la région de Lyon et la ville de Marseille. Tout le monde l'a vu, on en a entendu parler ce matin, ce sont des bruits de couloir, mais c'est pas des bruits anodins, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un moyen de faire passer la communication. Et puis, dernière chose, je suis 200% d'accord avec Jean-Luc Benamias, cette culpabilisation permanente des gens pour le non-respect des gestes barrières, alors que dans mon entourage et partout ailleurs, je vois, y compris les jeunes, qui sont très attentifs à ça parce qu'ils ont de la famille et des gens âgés et qu'ils veulent protéger. Franchement, ça commence à bien faire ce genre de com. Mais c'est l'exemple que vous avez autour de vous, c'est empirique, c'est le virus. Non mais si le virus se propage, on n'a pas d'infos, Valérie. Les infos, c'est que le virus se propage, c'est qu'il y a plusieurs milliers de nouveaux cas chaque jour, donc le virus, il passe bien par des gens. Il y a bien des gens qui font pas attention. Quand vous dites 95% des gens respectent les gestes barrières, enfin quand on se promène dans la rue, on voit ou qu'on va chez les commerçants, le masque est sous le nez. Enfin, ils sont mal respectés les gestes barrières, ils essayent d'être respectés, mais mal. Comment expliquer, Valérie, que l'ensemble du pays, quels que soient les départements, même le fin fond de nos départements, et j'ai rien contre le fin fond de nos départements, j'adore ça, l'ensemble soit touché de manière égale. Il y a des questions, je n'ai pas de réponse à ces questions. Et malheureusement, le domaine médical n'a pas plus de réponse à ces questions. C'est une vraie question. Comment ce Covid revenu dans un certain nombre de pays européens et sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble de notre territoire au même moment, alors qu'un certain nombre de gestes barrières avaient été mis, je le répète, avaient été largement mis en place. Voilà, il y a plus que des doutes par rapport à tout ça. Je ne veux pas de doute, loin de là. Je voudrais intervenir, Valérie. Alors, une petite pause, on est obligé de marquer une pause et vous aurez la parole, et Patricia Balme et Jacques Miard, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous trouverez ensuite André Berkoff. Donc nous évoquions les mesures qui vont être prises, enfin qu'on imagine qui puissent être prises par le président de la République. Alors Patricia Balme, vous aviez demandé la parole. Ce que je voulais dire à ce sujet, c'est qu'il y a un tâtonnement généralisé, en tout cas en Europe, sur les mesures à prendre. Je vous donne l'exemple de l'Italie. Ils ont confiné bien avant nous, avec des mesures extrêmement strictes. Et aujourd'hui, il y a également un rebond en Italie. Ils prennent à nouveau des mesures. Il y a eu des manifestations hier soir à Milan et à Rome, parce que les Italiens sont furieux. Et cela provoque, et dans plusieurs pays aujourd'hui, et notamment en France, mais en Italie aussi, une défiance des citoyens et une perte de confiance dans l'exécutif. Parce qu'ils se disent, tous les citoyens se disent aujourd'hui, mais ils ne sont pas capables de gérer cette crise, de prendre les bonnes mesures au bon moment. Alors, je n'excuse personne, mais je dois dire que les médecins n'étant pas d'accord eux-mêmes entre eux sur les mesures à prendre, sur le tempo à respecter, comment voulez-vous aussi que ceux qui nous gouvernent prennent les bonnes décisions parce qu'eux n'ont aucune connaissance scientifique sur ce Covid-19 ? Oui, Jacques Miard. Oui, alors je voudrais effectivement, moi en tant que maire, nous avons beaucoup de difficultés à savoir quelles sont les règles applicables. Et je peux vous dire qu'on a j'ai constaté que par exemple sur les terrasses des cafés, dans un premier temps, vous ne pouviez pas consommer un verre de bière sans manger. Et puis c'est revenu dans la région parisienne en disant si vous pouvez le faire. Mais à Lyon, la règle est vous ne pouvez pas consommer un verre de bière sur une terrasse d'un café sans manger. Donc, visiblement, ça tantonne. Et il est vrai, et effectivement, Patricia a raison, c'est qu'on a eu un discours
totalement azimutés du côté des professeurs de médecine qui se tiraient la bourre entre eux pour des raisons... Il y en a 5, je sais que je ne veux pas me faire d'amis sur Sud Radio, mais il y en a quand même 5 globalement qui sont ceux qui n'étaient pas d'accord. La majorité de la communauté médicale est d'accord. Ils ont eu une couverture, une couverture médiatique forte, et vous avez, comme nous sommes tous des Gaulois réfractaires, et moi le premier, eh bien beaucoup de gens ont sauté là-dessus en disant, moi j'ai eu un recours contre l'arrêté du port obligatoire du masque en ville, en centre-ville, en déterminant bien les lieux, et c'est pas sur toute la ville, là où il y a beaucoup de monde, et j'ai eu des recours devant le tribunal administratif de gens qui disent tout ça c'est des bêtises, etc. Il n'en demeure pas moins que là où le gouvernement a péché, et on le voit bien, c'est que nous avons tous entendu le ministre de la Santé dire qu'il y avait 12 000 lits de réanimation. Et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai. Ensuite, sur les tests, je peux vous dire que c'est un beau bordel. Et comme dirait Pandro, ne dis pas bordel parce que c'est la chose du monde la mieux organisée. Ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, pour vous faire un test en région parisienne, vous courez de laboratoire en laboratoire. Donc, il y a de la part de l'État, de la même manière, il n'y a plus aucun vaccin actuellement contre la grippe. Donc, il y a une désorganisation de nos systèmes sanitaires qui est plus qu'inquiétante. Depuis longtemps, Jacques. Oui, depuis longtemps, effectivement. Attendez, mais là, en raison de la purge budgétaire de l'Union européenne imposée strictement et qui a des conséquences dramatiques. Ça, je le sais. Je l'ai suffisamment dénoncé et depuis des années et des années. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement doit avoir une cohérence dans le discours et une cohérence dans les actions. Ce matin, j'ai reçu de la part, à l'instant, des travaux publics, des présidents, notamment des Yvelines, toute une lettre en disant attention, continuez à investir parce que l'économie va s'écrouler. Et donc, je comprends que entre la nécessité de protéger nos concitoyens contre la propagation du virus et la nécessité de faire tourner l'économie, c'est pas simple. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement doit avoir une logique et une cohérence dans son discours qu'il n'a pas. Oui, déjà. Et en plus, si vous me permettez d'ajouter, c'est qu'on a changé les indicateurs. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on parle des cas détectés, mais ce ne sont pas des malades. Alors, on nous dit qu'il y a plus de cas parce qu'il y a plus de tests. Et puis, on apprend que les tests donnent des faux positifs par moment. Non, ça n'existe pas, les faux positifs. Ça n'existe pas, les faux positifs. C'est encore un de ces médecins qui a lancé cette ineptie. Écoutez, vous interrogez les laboratoires, ça n'existe pas. Franchement, faut arrêter de reprendre des choses comme celle-là. Bon, il n'y a pas de faux positifs. Moi, je veux bien ce que vous dites, Valérie. Je ne suis pas un spécialiste. Donc, auquel cas, à la limite, je n'ai même rien à dire. Mais simplement, on change les indicateurs. Ce qui compte finalement aujourd'hui, est-ce que le taux de mortalité a augmenté ? Non, mais heureusement. Mais le truc, c'est que, parce que je vois des gens qui disent, Michael nous dit, il faut prendre en compte le ras-le-bol des citoyens. Mais il faut rappeler que c'est quand même une maladie qui tue, même si elle tue peut-être moins ou qu'on sait mieux la prendre en charge. Qui laisse des séquelles. Qui laisse des séquelles. Vous avez des Covid longue durée. Elle peut. Pas pour tous. Bah oui. Non, pas pour tous, mais elle peut. Donc, mais dans ce cas-là, moi, ce qui me fait marrer, c'est les gens qui disent oui que qu'on peut en gros, vous dramatisez, etc. Sauf que tous ces gens-là font attention. Tout le monde met un masque et tout le monde prend ses mesures. Donc, il y a un paradoxe. Si vous dites on en a ras-le-bol des contraintes, sortez dans la rue, ne mettez pas de masque, recevez votre famille, vos amis, vos enfants, vos grands-parents. Pour autant, on est des citoyens responsables, Valérie. C'est-à-dire quand il y a des consignes, moi, je les applique. Même si je peux mettre en doute certaines cohérences dans ces consignes, et si j'ai un gros doute, et c'est un gros problème de confiance qui a été évoqué par Jean-Luc Benamias dans le gouvernement, compte tenu de toutes ces incohérences, c'est à eux de voir ça aussi. Et j'ai entendu sur d'autres antennes également, mais ce sont évidemment que des on-dit, que beaucoup de ces mesures sont prises dans une optique de parapluie administratif et de parapluie judiciaire. Donc, c'est le gros problème. Donc, bien sûr qu'il faut essayer de maîtriser cette épidémie et d'essayer de ne pas couler l'économie pour maîtriser l'épidémie. Mais, et bien sûr, je leur donne le quitus que c'est extrêmement difficile et je ne suis pas aux affaires
mais je ne suis pas en position de prendre des décisions. Mais il y a quand même des choses qui sont très surprenantes pour les Gaulois réfractaires que nous sommes. Et pourtant, je trouve que les Gaulois réfractaires, en l'occurrence, sont très disciplinés, contrairement à ce qui est dit. C'est l'union sacrée. Oui, alors vous feriez quoi? Vous feriez quoi les uns et les autres là? Non, mais aujourd'hui, bien sûr qu'il faut prendre des mesures, bien sûr qu'il faut rappeler que c'est une responsabilité individuelle et collective, qu'il faut retrouver le sens du collectif. Mais de grâce, il faut que le gouvernement, lorsqu'il nous dit il y aura 12 000 lits de réanimation et que c'est pas vrai, là, je suis désolé, c'est de la manipulation grossière. Ensuite, il faut nous dire on va développer les tests. Eh bien, je peux vous dire, moi, mon chef de cabinet, il a galéré de laboratoire en laboratoire pour se faire tester parce qu'il a été alerté en contact. Donc c'est là où le gouvernement doit moins, je dirais, parler et agir. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on attend, Valérie, pour que les hôpitaux privés qui n'attendent que ça, je le dis, je le répète, soient mis en action avec les hôpitaux publics? On n'en entend jamais parler. On n'a aucun chiffre sur les hôpitaux privés. Or, les hôpitaux privés, heureusement en France, ça existe et ils sont tout à fait à la hauteur de la situation. Mais ça y est, on n'a plus attendu. Vous avez Sophie de Menton qui nous disait lundi, et dont les cliniques, j'entends déjà les hurlements chez nos auditeurs de Sud Radio, mais qui a des cliniques privées parmi ses adhérents à Éthique, nous disait que ça y est, ils sont cette fois-ci mis à contribution. Donc les hôpitaux, les cliniques privées participent. Donc c'est. Je ne mets pas en cause les hôpitaux privés du tout. Non, mais c'est le public. La situation où les ARS ne donne que des chiffres sur les hôpitaux publics et uniquement sur les hôpitaux publics. On n'a jamais aucun chiffre statistique réel sur les hôpitaux privés. Jamais. Moi, je dirais une dernière chose, Valérie, si vous permettez. Je dirais juste qu'il faut éviter d'infantiliser les Français. Je pense que les Français sont des gens responsables, qu'il y a des jeunes, mais qui ont des parents pour leur dire d'être responsables face au virus et pour prendre les mesures de précaution nécessaires. Et il ne faut plus infantiliser les Français qui, je pense, ont peur et qui ont vraiment pris conscience de la dangerosité de ce virus. Il ne s'agit pas de question de peur, il s'agit d'une question de responsabilité. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Patrick, c'est que nos concitoyens sont parfaitement capables de comprendre la nécessité de respecter des règles. Mais bien sûr. Voilà, et c'est ça. Mais de grâce, il faut que le gouvernement ait soit cohérent, ce qui n'est malheureusement pas le cas, et qu'il ne fasse pas des annonces médiatiques qui ensuite ne soient pas suivi d'effectivité. Et pardonnez-moi, mais quand on voit qu'on impose un couvre-feu ou on impose des règles de distanciation et des limitations en nombre de personnes dans des lieux donnés et qu'on tolère par ailleurs que des manifestations de scie ou que des fêtes sauvages aient lieu sans aucune intervention, sans rien du préfet, de la police ou même du reste, c'est assez difficile et surtout la pilule est très difficile à avaler pour les gens qui se contraignent tous les jours au respect de ces règles, qui se disent qu'ils sont menacés par ce que dit Patrick Mignon rapidement que les rassemblements autour des ministres qui circulent dans les différents pays ou secrétaires d'État sont des rassemblements absolument régulièrement avec plusieurs dizaines de personnes. Et il ne faut pas que les textes soient bourrés de dérogations. Or, c'est le cas. Mais bien sûr, c'est souvent le cas. Mais moi, j'avais vu un reportage sur France 2, on voyait des policiers aller frapper à la porte d'un appartement. On ne leur ouvrait pas, ils sont repartis. C'est pas normal. Moi, j'aurais attendu qu'ils sortent et voilà. Je veux dire, s'il n'y a pas de police, mais bon. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée.